Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui on se penche sur l'analyse du jeu Edge of Eternity. Edge of Eternity est un JRPG, donc un RPG japonais issu presque toutes les trames ou encore les fonctionnements qu'on a vus dans certains autres jeux du même genre, mais on va se pencher sur l'analyse pour voir où c'est qui est différent, ce qui vaut vraiment la peine, et comme d'habitude à la fin du vidéo, je vais lui donner une note sur 10. Donc, on y On commence avec un cinématique et il y a des voice actors. La majorité des jeux JRPG n'en ont pas, ça va être juste du texte, parce que ça coûte vraiment moins cher à faire. Toutefois, dans Edge of Eternity, vous avez des voice actors et le jeu coûte pas très cher. Donc pour un jeu qu'on peut souvent retrouver autour de 30$, je trouve que c'est vraiment bien qu'on peut avoir un voice acting dedans. C'est mieux pour se représenter les personnages, les émotions qu'ils ont. Ça rend l'histoire un peu mieux aussi à suivre. Des fois, c'est plus intéressant à suivre du moins. Donc, comme c'est intéressant à suivre, on y porte plus attention et l'histoire est donc meilleure. L'histoire qui nous est mise en place, c'est que le monde connu, l'univers dans lequel on habite, est frappé par la corrosion, un type de mal qui s'incruste chez les humains et les créatures et qui transforme genre d'entité démoniaque. Et on est un personnage dans l'armée qui a comme but d'aller sauver cette situation-là. C'est le synopsis, c'est comme ça qu'on commence. Donc, on commence dans la baraque et on nous présente les personnages de départ. Avant de terminer la petite section histoire et rentrer dans les mécaniques du jeu, je voulais dire que ce que j'avais apprécié aussi dans l'histoire qui nous est présentée dans Edge of Eternity, c'est que souvent dans les JRPG, on va se pencher dans une histoire qui est souvent plus enfantin, alors que dans Edge of Eternity, ils n'ont pas eu de mal à me présenter des situations un peu plus dramatiques ou plus conflictuelles. Des fois, il va y avoir des questions morales ou philosophiques qui sont intéressantes à se pencher dessus. Certaines décisions dans les cinématiques qui sont assez impressionnantes pour ce type de jeu-là. Je veux dire, juste dans le synopsis, vous allez regarder l'heure de gameplay. Il se passe beaucoup de scènes assez marquantes pour la première heure de jeu. C'est bon signe pour moi. Habituellement, dans ces jeux-là, il peut se passer facilement 7-8 heures sans jamais que l'on arrive sur un moment cinématique majeur ou qui vient bouleverser l'ordre des choses. La première chose que le jeu nous apprend, c'est comment se combattre. Donc, quand vous êtes dans un combat, vous allez avoir une forme de grid. Habituellement, dans les jeux tour par tour, vous allez juste devoir appuyer sur, mettons, attaque, magie et faire votre attaque. Ça va te passer au tour de l'autre. Par contre, dans celui-ci, il y a deux facteurs qui sont un peu différents. Entre autres, le premier, c'est que votre initiative va être basée sur le speed de votre character, une mécanique qu'on avait vue entre autres dans Final Fantasy VII, qui n'a pas souvent été utilisée. Actuellement, c'est vraiment, t'as un tour, j'ai un tour, ou le moins souvent possible, 2 tours de suite, mais vous pouvez faire un personnage qui est très, très, très rapide, puis capable d'avoir 5-6 tours sur les autres personnages sans problème. Aussi, que quand vous allez choisir vos habilités, vous allez pouvoir choisir les différents units qu'il y a de présents sur le battlefield. Certains des habilités vont être en range et d'autres en melee, parce que comme je disais, c'est pas juste du tour par tour, un en face de l'autre. Vous êtes sur un territoire avec un grid hexagonal, donc vous pouvez toujours vous faire attaquer un peu de plein d'angles, et vous pouvez vous déplacer sur ce terrain-là. Donc, vous pouvez placer, mettons, votre magicien derrière votre tank, qui ainsi pourra juste être attaqué par les attaques à distance des ennemis, mais les mêlés vont devoir soit perdre leur tour à bouger pour aller essayer d'attaquer votre magicien ou devoir vaincre votre tank. Donc, plusieurs stratégies qu'on peut employer dans ce jeu-là qui est complètement différent que ce qu'on retrouve dans d'autres jeux du même genre. Ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'aime les jeux comme XCOM, tous les jeux de stratégie depuis Final Fantasy Tactics avec lesquels je tombais en amour quand j'étais jeune. J'aimais plus m'en passer de ces jeux-là. Donc, on rajoute cet aspect de territoire stratégique à un jeu RPG classique. J'ai vraiment apprécié. Donc, ça, on peut voir quand on prend une auto-attaque, le personnage a une animation, chaque skill a une animation. C'est quand même le fun. Les animations sont aussi très logiques pour ce qu'il y a. Les animations de combat sont pas les plus flashy. Par contre, il y a certains magiciens dans le jeu qui ont des spells vraiment beaux à voir. Mais c'est pas, l'emphase n'est pas mis sur l'animation de combat, il est assez basique. En haut de mon adversaire, ici, on peut voir qu'il y a plusieurs points d'interrogation. Si vous avez joué à des jeux comme Octopath Traveler, vous avez probablement une idée c'est quoi, mais pour les autres, c'est une barre d'indication sur les faiblesses ou les résistances de votre adversaire. J'y ai pas fait d'éléments. J'ai juste fait des auto-attaques. Les dégâts physiques, on peut jamais être résistant ou weak à ça. Donc, il apparaît pas dans la ligne en haut. Mais si j'avais donné un coup d'épée en feu, j'aurais fait du fire damage, mais il serait apparu en haut, est-ce que le feu il est neutral, donc ça lui fait pas plus ou moins de dégâts, ou ça lui fait plus
ou encore moins de dégâts selon il est de quel type de monstre, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est une créature, quel type de créature, etc. Des fois même, la météo va venir influencer vos spells, et ça on peut le voir dans la ligne juste en haut ici. Pour l'instant, tout est éteint parce que je suis dans un bâtiment. Mais si vous êtes à l'extérieur, puis vous êtes dans une tempête d'éclairs, alors toute votre magie d'électricité va devenir vraiment plus puissante, et donc vous devez la favoriser. Ça change beaucoup les encounters de un à l'autre. Moi, j'aime ça. J'aime pas ça faire juste toujours le même bouton. Là, on l'a déjà vu dans certains jeux. Tu rentres dans des fights, le bouton 3, c'est ton meilleur spell. Tu vas faire 3 pendant 8h30. Là, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Donc ici, c'est le territoire dont je vous parlais. À chaque fois que vous prenez un personnage puis vous le faites bouger, vous voyez la flèche dans quelle direction il va faire face. Parce qu'attaquer dans le dos de quelqu'un, c'est automatiquement lui faire une attaque en critical hit, parce qu'il est pas protégé dans le dos. Évidemment, ça marche aussi sur les adversaires. Si vous êtes capable d'aller dans le dos de l'adversaire, vous allez donc leur faire un critical hit. En bas, c'est souvent les actions de base. Entre autres, l'action première, c'est de faire des auto-attaques. La raison qu'il y a un X dessus, c'est que ma magicienne est 2 cases d'un ennemi, donc elle ne se rend pas à l'ennemi avec un auto-attaque. Le deuxième skill, c'est pour s'enfuir d'un combat. Et le troisième, c'est pour passer son tour. La ligne en haut, on va retrouver les skills du personnage. Donc ici, c'est une Fireball, Ice Bolt, un skill pour healer et une Water Bolt. Donc, 3 skills différents qui me permettent d'aller tester justement les résistances que je vous parlais un peu plus tôt. Ce qui est vraiment cool de ce jeu-là, c'est que c'est pas un skill d'arbre de talent comme on a l'habitude de voir dans les RPG. Donc, c'est pas en prenant le skill numéro 1 qu'on a accès au skill numéro 2, puis un skill numéro 3, puis on doit choisir est-ce qu'on veut être un meilleur Fire Mage ou un meilleur magicien de l'eau, de l'électricité. C'est pas du tout ça. Entre autres, ce qui va représenter la force de votre personnage, c'est surtout l'arme qu'il a d'équiper sur lui. L'arme qu'il a d'équiper, encore une fois, un petit clin d'œil à Final Fantasy VII, c'est ce qui va représenter un peu le nombre de gemmes magiques qu'on peut mettre dans l'arme. Et ces gemmes magiques-là, c'est ce qui va nous donner nos skills. Encore une fois, on peut avoir vu ce système-là dans Path of Exile. C'est un système que j'apprécie parce qu'on peut constamment changer son build. Vous pouvez enlever et mettre les gemmes comme vous voulez dans votre arme. Donc, vous pouvez décider que pour un fight, vous mettez tout plein de skills de feu, mais après ça, pour l'autre, tout plein de skills d'éclair, ou faire des mix. Plus vous allez évoluer, plus vos armes vont vous permettre des combos différents puis des avenues vraiment plus intéressants à expérimenter. Et chaque catégorie d'armes, un autre point du jeu, va venir vous donner des passifs de l'arme différents pour venir encore rendre votre stratégie plus intéressante. Pour terminer rapidement l'aspect de combat, ici c'était pour vous montrer une formation à 4 joueurs. Donc on voit qu'ici j'ai une tuile avec un personnage, un autre personnage, puis un autre personnage. Souvent les battlefields, quand ils sont fermés comme ça, ils vont juste avoir 3 espaces de large. Donc le monstre, s'il n'y a pas une habilité pour sauter par-dessus quelqu'un, pourrait jamais aller frapper mon magicien en arrière, sauf s'il y a une attaque à distance, parce qu'il peut pas bouger dans la location de quelqu'un. Il peut attaquer la location de quelqu'un, mais pas bouger dans celle-ci. Puis aussi, quand il y a 2-3 ennemis sur la même tuile, parce que les alliés, eux, peuvent être sur la même tuile, je pourrais prendre la personne avec le bouclier puis la porter au milieu ici, ben les attaques à web vont toucher toute la tuile. Fait que des fois, ça vaut la peine, des fois, ça vaut pas la peine. À vous de voir et s'adapter à la stratégie. Quand vous promenez sur la map, ça ressemble à ça. C'est assez fluide. Toutefois, vous pouvez pas sauter. Pour moi, c'est bizarre. Certaines personnes, ça dérange vraiment pas. Moi, je trouve ça bizarre de pas pouvoir sauter. Mais c'est classique des jeux japonais. Et aussi, quand vous vous promenez dans la map, si vous trouvez des objets comme cette arbalète, puis vous décidez de faire un combat à côté de cette arbalète-là, ben vous allez pouvoir les utiliser dans les combats. Presque tout ce qui est environnemental, même si c'est des cristaux, parce qu'entre autres, il y a beaucoup de cristaux de magie dans l'environnement. Si vous faites des combats autour, puis vous positionnez vos personnages autour de ces objets-là, ben vous allez pouvoir prendre leur action pour les activer. Nice bonus. J'aime ça. Une fois le tutoriel terminé, ce qui me prend environ une quarantaine de minutes, on est envoyé sur la première île de départ ou le premier endroit de départ. Ça, je voulais vous montrer la première mode. Habituellement, dans les jeux RPG, dans les MMO, on va être honnête, la première mode, c'est souvent un cheval. Mais là, ça s'appelle un Nikaru. C'est un chat-cheval. C'est trop cute. C'est magnifique. J'adore le concept. C'est beaucoup plus fun qu'avoir un cheval. Tu l'as très, très tôt dans le jeu, en plus. Le jeu, dès que tu arrives à ce moment-là, est un peu fait de manière open world. Je mets des un peu fait puis des semi-guillemets à l'open world parce que, comme la majorité de ces jeux-là, il y a un feeling de linéarité. Parce que t'as pas le choix de toujours continuer un peu dans la ligne pour que les ennemis deviennent de plus en plus forts puis inévitablement aller à tes quests. Mais tu peux revenir sur tes pas tout le temps, tu débloques des téléports, la map est tellement grosse que des fast travel, t'as une montre. D'où l'aspect un peu open world. La map est très, très grosse. Il y a beaucoup d'adversaires. Toutefois, un autre petit classique des jeux JRPG, il y a beaucoup d'adversaires qui sont très répétitifs.
pas qu'ils sont nécessairement identiques, mais ils sont très proches de l'être. Ils vont avoir les mêmes weaknesses, ils ont pratiquement le même nom, pratiquement le même design, peut-être juste un color swap par-ci, par-là. Mais c'est correct. T'sais, le jeu peut être pardonné pour ça. Moi, c'est pas des éléments qui font que le jeu, c'est un tout not buy, il est à chier, évitez-le. Non, c'est juste, ça fait partie de leur façon de faire les choses. Ça sauve des coups. Puis le jeu a quand même été très divertissant pour moi. Je suis rendu peut-être à 15-20 heures de jeu dedans, même peut-être plus, je l'ai pas terminé. Je suis rendu assez loin dans les chapitres. L'histoire se développe bien, il y a une belle rotation des personnages autour. Tout ce qui nous est présenté est quand même le fun. Le système de crafting il est simple, mais il est efficace. C'est facile de faire de l'or aussi. Souvent dans ces jeux-là, je me retrouve à devoir grinder. Là, je me souviens des scénarios dans certains vieux RPG des années 90 où tu te retrouves à devoir faire 20 heures quasiment de farming pour avoir une chance de gagner contre le boss. J'ai jamais eu ce sentiment-là. Souvent, si j'ai envie d'être toujours au max, d'avoir la meilleure arme pour le moment, puis d'aller acheter tous les ingrédients au lieu d'aller combattre les bons mobs, ben ça va peut-être me prendre 1 heure, puis je vais avoir la meilleure arme que je peux pour le moment, la meilleure armure que je peux pour le moment. Puis c'est même pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste continuer tout le temps le jeu. Il va être un peu plus difficile, mais toujours accessible. Fait que pour ceux qui aiment le grind, le système il est là. Pour ceux qui n'ont pas envie de le faire, vous pouvez complètement l'ignorer. Puis vous serez pas biaisé, vous serez pas empêché dans votre progression du jeu. Puis ainsi, quand vous allez progresser dans vos quests et dans vos combats, vous allez toujours faire de l'XP pour votre personnage, mais aussi pour votre arme. Parce que quand votre arme augmente de niveau, elle va pouvoir avoir de plus en plus de gemmes mis dedans. Donc c'est important aussi de mettre ses armes au maximum et de changer d'arme pour pouvoir la leveler. Puis c'est le fun d'avoir 2 systèmes de level up. Ça fait juste plus d'affaires qui level up. C'est le fun, les level up. Donc je vous laisse sur les images de ce petit combat simple contre 2 Donran. Dans le fond, on peut voir que les mécaniques sont assez simples, c'est facile target, la caméra est un peu faite d'action, donc elle va essayer de se tourner selon ce qui se passe, ça va donner des belles angles de vue. Si jamais c'est mal placé, comme on peut voir dans d'autres jeux comme Pokémon récemment, mais il y a un bouton pour pouvoir changer l'angle, pour pouvoir changer en top view, continuer dans la vue d'action. La barre blanche en dessous des points de vie, c'est la vitesse avant le prochain tour. On peut voir toujours les points de vie du personnage, sa mana, la barre qui s'update, les combats sont assez rapides et fluides, les animations n'ont pas des longs temps de délai avant qu'ils s'activent, comme on peut voir, je clique sur mon auto-attaque, il s'élance, donne son coup, et on passe à la suite des choses. J'ai vraiment aimé mes jeux, j'ai rien d'autre à dire, il n'y a rien innové pour moi, il était super agréable toutefois, un bon 7.5, si vous le voyez passer en rabais, je vous le conseille parce qu'il y a beaucoup d'heures, puis un jeu de beaucoup d'heures qui est satisfaisant et divertissant, il n'y en a pas tout le temps à se mettre sous la main, donc profitez-en. Puis j'espère vous voir sur une autre vidéo tout le monde, à plus.